Bonjour à tous, nous vous partageons ici le webinaire d'échange de pratiques sur la fatigue chronique qui a eu lieu sur Solstone, une plateforme dédiée aux thérapeutes et aux passionnés. Plusieurs fois par mois, nous organisons des lives pour nos membres dont les thématiques sont variables. Tous les enregistrements sont accessibles sur la plateforme, retrouvez tout le détail en description de cette vidéo. Et sans plus attendre, voici notre échange sur la fatigue chronique, où nous partageons notre vision de la problématique, ses causes principales et les solutions que nous utilisons dans notre pratique professionnelle respective. Bonne écoute à tous. Ok, bonsoir à tous, bienvenue dans ce live numéro 10. Bonsoir Christian, bonsoir à tous ceux qui sont présents ici. Salut Jérémy, bonsoir tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va avoir un échange de pratiques sur le sujet de la fatigue chronique. Donc, je rappelle que le but de l'échange de pratiques, c'est de pouvoir discuter autour d'une problématique, de la caractériser avec nos visions, on va dire, en tant que thérapeute, et puis de proposer des solutions, de proposer des outils, enfin de parler un peu des outils qu'on utilise dans ces situations-là. Et le but, c'est qu'on puisse échanger, chacun apporter son point de vue et qu'on puisse tous s'enrichir de nos compréhensions respectives de cette problématique. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va définir un petit peu ce qu'est la fatigue chronique, ce qu'on entend par là, comment est-ce qu'on la voit, et puis après, on ira sur les solutions. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu dynamique et collaboratif ce soir. Donc, une fois que j'aurai introduit un petit peu le sujet, au lieu de partir dans les causes, chacun notre tour avec Christian, ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire un peu un ping-pong, c'est de voir s'il y en a certains d'entre vous qui veulent peut-être plus tôt dans le live intervenir, dire ce que ça leur évoque, etc. Et qu'on puisse tout ça en miroir comme ça se passer la parole. Alors, du coup, quand on a choisi ce live, c'est à travers un sondage sur la plateforme qu'on l'a choisi, on entendait par fatigue chronique, bon, la sensation de manque d'énergie physique. Alors déjà, sur la fatigue chronique, ce qu'on peut dire, c'est que avant d'être quelque chose qui se mesure, parce qu'on va le voir tout à l'heure, hein, je pense que on va, on a tous des points, comment dire, des façons de caractériser biologiquement la fatigue qui vont être intéressants, mais avant d'être un marqueur biologique, la fatigue chronique, c'est quelque chose qui se ressent. C'est subjectif. Donc, on peut, je pense qu'on va être tous d'accord, et sinon, quelqu'un interviendra pour me donner sa nuance, mais je pense qu'on entend tous par la fatigue chronique cette sensation de manque d'énergie, une fatigue qui est persistante, qui n'est pas améliorée par le repos ou le sommeil. Et cette fatigue, elle va entraîner une diminution sur 3 niveaux. D'abord, on peut parler du niveau physique. Donc, on va avoir une difficulté à produire un effort physique. Ça peut être faire du sport, mais ça peut tout simplement être se déplacer, marcher. Voilà, c'est physique, corporel. L'autre niveau, ça va être au niveau mental. Donc, on va avoir une diminution de ses capacités cognitives, difficulté à se concentrer. Ça peut être, pour certaines personnes, un brouillard mental. Ça peut être, voilà, difficulté à penser, à fonctionner cognitivement. Ça peut être la mémoire aussi. Et enfin, sur un troisième niveau, moi, je dirais peut-être plus émotionnel, donc plus lié aux émotions. Donc, quand on est fatigué émotionnellement, on devient plus instable, plus irritable, on s'énerve plus facilement. Enfin voilà. On va pas trop aller dans cette direction-là, puisque ça pourrait être le sujet d'un autre live, mais voilà. Cette fatigue, elle peut se ressentir au niveau physique, au niveau mental et niveau émotionnel. Alors, maintenant, au niveau du corps, qu'est-ce que c'est que la fatigue? C'est avant tout un signal. C'est un signal du corps. Ce signal, il peut intervenir à plusieurs moments, soit parce que le corps manque de ressources, soit parce qu'on est dans un certain état métabolique inflammatoire. On va détailler un petit peu tout ça tout à l'heure, ou quand on perçoit une menace. Donc, la fatigue, c'est avant tout un signal du corps pour vulgariser qui est ben, calme-toi, car actuellement, je n'ai pas l'énergie pour m'adapter à la dépense énergétique
que tu me fais faire. En gros, c'est ça le signal de la fatigue. Donc, pourquoi est-ce que ce signal, il arrive? Bah, il peut y avoir plein de raisons. Donc je me suis proposé dans un premier temps de distinguer trois grands blocages. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter les 3 sans rentrer dans le détail et puis après on ira sur ce ping-pong un peu pour voir, qu'est-ce que ça évoque pour chacun d'entre vous, la fatigue. Donc au niveau de la production d'énergie, on peut, entre guillemets, identifier 3 niveaux de blocage. On a ce qu'on pourrait appeler la production, la régulation et enfin, la surcharge. Ça veut dire, on en produit, mais on en dépense trop. Au niveau de la production d'énergie, bon, bah, pour produire de l'énergie, si au niveau on se reporte au niveau cellulaire, la monnaie de l'énergie, la monnaie du corps, c'est l'ATP, elle est produite dans des mitochondries, on a besoin de substrats, on a besoin de cofacteurs, de micronutriments, de macronutriments. Donc, si on a, des carences nutritionnelles, par exemple, une hypothyroïdie ou une anémie, donc dans tous ces cas-là, il y a une carence de quelque chose. Il y a une carence de nutriments, il y a une carence de cofacteurs. Dans tous ces cas-là, de toute façon, le corps n'a pas les nutriments dont il a besoin pour produire l'ATP, donc son énergie. Si on est dans un cas d'inflammation, si on a de la toxicité qui, surcharge notre système, eh bien, pour pouvoir, gérer cette toxicité, cette inflammation, le corps, il utilise des nutriments. C'est des nutriments qu'il aura pas pour produire, de l'ATP. Donc, au niveau de la production, la 1re question qu'on peut se poser, c'est, bah, est-ce que le corps, il a ce qu'il faut déjà pour produire de l'énergie? Donc là, on est vraiment sur l'aspect, production. Après, il y a un deuxième volet qui est, la régulation. Donc là, on va dire, c'est plutôt le corps a à disposition l'énergie, mais il l'utilise mal. Il en a trop dans des moments où il en a pas besoin, ou il en a pas assez dans des moments où il en a trop. Donc là, par exemple, on va pouvoir discuter tout à l'heure, bah, de tout ce qui est glycémie, par exemple, insuline, glycémie, mais il peut y avoir d'autres hormones en jeu. Voilà, donc ça, c'est par exemple les personnes qui nous disent: «Bah, j'ai des pics ou j'ai des crashs, d'énergie». Là, typiquement, c'est ce genre de choses dont on veut parler. Donc pour cet aspect régulation, l'idée c'est, bah, est-ce que l'énergie, elle est disponible au bon moment, au bon endroit? Et après le dernier volet, ça pourrait être, bah, tout simplement, on a suffisamment d'énergie, on y a accès, mais tout simplement, on la dilapide ou on la dépense trop. Donc là, après, on va pouvoir venir sur toutes les problématiques, bah, de stress chronique notamment, hein, qui sont très d'actualité. On va parler, de «l'hormèse» entre guillemets, enfin, ou l'hormèse détournée, parce que la vraie hormèse, c'est normalement un stress qu'on est capable de avec suivi d'une période de repos suffisamment longue. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui on est dans un fonctionnement où on surconsomme l'énergie qu'on a à disposition? Est-ce qu'on a des fuites? Et là, dans ce cas-là, le signal de la fatigue, bah, c'est pas un signal de manque, de production, c'est pas un signal de manque de régulation, mais c'est surtout un signal où le corps nous dit: «Eh bien, tu dépenses trop, je n'ai pas assez d'énergie malgré ce que je produis, malgré, l'allocation qui en est faite». Donc voilà, ça c'était une petite introduction, bah, par rapport au sujet de la fatigue chronique. Donc, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un petit tour pour, bah, déjà dire, bah, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous voulez compléter cette définition? Est-ce que vous voulez, apporter peut-être d'autres piliers que celui de la production, de la régulation et de la surconsommation? Et puis après, une fois qu'on aura fait ce petit tour, eh bien, bah, je vous propose d'aller, dans les causes. Donc concrètement, ben, quels sont les grands systèmes impliqués? Donc moi, par exemple, je sais que j'ai une approche qui est assez, basée sur, le mode hypotoxique, donc on va parler du système digestif, hépatique, système hormonal et cetera. Donc déjà, dans un premier temps, bah, qu'est-ce que ça vous évoque la fatigue? Est-ce que vous souhaitez compléter cette définition? Si quelqu'un veut prendre la parole, eh bien, il peut activer son micro et avec plaisir, on commence le jeu du ping-pong.
Moi, je vais compléter deux, trois petites choses. Merci en tout cas pour l'intro, c'était déjà bien complet. Il y a, il y a un syndrome de fatigue chronique hein, qui est défini médicalement. Ça reste un syndrome, donc c'est de nouveau quelque chose qui est mal défini. Et là, en particulier pour le syndrome de fatigue chronique, c'est très mal défini. Et généralement, le diagnostic, il est posé par élimination. Il n'y a pas de marqueur clair, en fait. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire penser à ça. Donc, on voit pourquoi on pose finalement ces noms et ces syndromes, c'est pour pouvoir ensuite soit médicaliser les gens, soit avoir recours aux assurances maladie ou autres. Donc, le syndrome de fatigue chronique, c'est quelque chose de difficile qui est étroitement lié avec la fibromyalgie aussi. Il y a des gros liens, des gros ponts entre les deux dans les symptômes. Donc ça, c'est un aspect à évoquer quand on commence. Mais je pense que toute la définition que Jérémy a faite de manière plus générale sur la fatigue, avec tout l'aspect énergie, elle est importante. On parle beaucoup d'énergie. L'énergie, bon, ça reste tout le monde a une petite idée de ce que c'est l'énergie, mais en fait, personne n'est capable de définir l'énergie intrinsèquement. Ça fait des débats chez les physiciens, ça nous dépasse largement. L'énergie, c'est quelque chose de très complexe. En tous les cas, dans l'organisme humain, on se rend compte que l'énergie, elle est étroitement liée à la structure. En général, on stocke l'énergie dans la structure, dans les liaisons entre les atomes, entre les molécules. C'est comme ça que l'énergie est stockée. Et dans la substance vivante aussi, un tissu qui est bien énergisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a beaucoup d'énergie qui est stockée dans sa structure, notamment dans une liaison entre l'ATP et le magnésium, par exemple, ou entre l'adénosine et puis le triphosphate, hein, avec ces groupes de phosphate, mais également, d'après les théories de Gilbert Lynn, par exemple, ou comment il s'appelle, Pollack, plus récemment, là, l'énergie, elle est carrément stockée également dans l'eau cellulaire, qui est structurée sous une forme de gel. Et il faut de l'énergie pour maintenir cette structure gélifiée de l'eau. Et cette énergie peut aussi être libérée. Et plus il y a d'énergie, plus plus la cellule parvient à maintenir cette structure gélifiée. Donc, c'est tous des aspects hyper importants. Je pense que dans les années à venir, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'implications que ce qu'on a tendance à croire aujourd'hui là derrière, parce que ça a tendance en fait à modifier tout le fonctionnement cellulaire. Voilà, c'était juste pour compléter un peu ça. Je dirais que dans un état de fatigue chronique, ce qu'on voit de manière générale, c'est en général que la consommation d'oxygène par l'organisme, elle est plus faible. Il y a des exceptions où en fait, il y a quand même une haute consommation d'oxygène parce qu'il y a un très gros gaspillage d'oxygène. Hein, vous savez que cette consommation d'oxygène, elle est mesurée par les gaz inspirés versus expirés sur une certaine durée de temps. Puis on peut estimer comme ça en fait quelle est la production énergétique globale de l'organisme. Alors ça se fait pas en général pas à la maison, il faut quand même des appareils un peu sophistiqués. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le syndrome de fatigue chronique, c'est un des marqueurs, je dirais, les plus, pas dire qu'il est fiable parce qu'il n'est pas toujours là, comme on dit, mais la consommation d'oxygène par le corps, elle est bien plus faible que ce qu'on devrait trouver. Voilà pour le petit complément sur ce qui est définition. Si quelqu'un veut compléter la définition, comment lui voit la fatigue, allez-y. Est-ce que je peux prendre la parole? Ça va? Vous m'entendez? Alors, je suis désolée parce que j'ai pas pu assister. Enfin, je suis arrivée à la fin de l'introduction de Jérémy. Alors, peut-être il y a des choses que je vais dire et qui vont pas être appropriées, je m'en excuse. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est malgré donc, des symptomatologies, on va dire, de manifestations de fatigue, c'est comment finalement notre mental, il est quand même en capacité de, de nous booster artificiellement et de faire en sorte que malgré tout, ben, on tient. Comme s'il y a un regain d'énergie qui arrive peut-être malgré tout à se produire, mais au final, je suis d'accord, c'est quand même délétère, mais moi, c'est quand même ça actuellement, parce que c'est probablement quelque chose aussi que j'ai traversé, mais c'est que malgré tout,
on a quand même des limites qui sont quand même assez incroyables et qu'on arrive quand même à pousser. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me pose beaucoup de questions. C'est que finalement, comment finalement on pourrait peut-être arrêter d'aller jusqu'aussi loin pour qu'après, effectivement, la santé, elle soit bien entamée. Mais voilà, c'est une réflexion voilà, qui vient de me traverser un peu l'esprit par rapport aussi à ce que j'ai pu lire, à ce que j'ai pu aussi commencer à comprendre de ces mécanismes, parce que finalement, on a l'impression qu'on peut être plus fort que tout, finalement, quand on sent que c'est quand même difficile, mais on y arrive. Et voilà, ça, c'est des réflexions que j'ai envie de mettre un peu sur la table et puis voir éventuellement peut-être ce que vous pouvez m'en dire, quoi. Ouais, bien sûr, je pense que c'est des questions légitimes et j'espère qu'on arrivera à y répondre ce soir. Quand il manque de l'énergie dans l'organisme, il y a du stress qui se crée. C'est même une des définitions physiologiques du stress. C'est un manque d'énergie par rapport à la demande énergétique qui peut se jouer au niveau cellulaire, au niveau tissulaire ou au niveau de l'organisme entier. Et quand l'énergie manque, ça peut vite être très dangereux pour la survie de l'organisme ou des cellules en question. Donc en fait, l'organisme va dissiper sa propre structure en urgence pour retirer l'énergie qui était stockée dans cette structure et assurer en fait la survie soit des cellules ou en tout cas des parties vitales de la cellule ou des parties vitales de l'organisme. En fait, il y a une perte de structure pour fournir l'énergie qui manque. Et ça se fait par une sorte de levée des mécanismes de sécurité qu'on a. Si tout va bien, le corps a beaucoup de mécanismes de régulation pour éviter d'aller casser des trucs. Mais si vous êtes vraiment en état de stress avec une grosse demande énergétique, il faut absolument y faire face. Il y a tout des sécurités qui sont coupées. Parce qu'il faut survivre, et puis tant pis, ma foi, si on fait des dommages et puis qu'on paye le prix dans 6 mois, une année ou 10 ans, c'est pas grave. Là, on veut survivre maintenant. Donc ça, c'est ce qui est vicieux avec tout ça, et c'est ce que vous évoquiez. C'est que dans ces moments-là, quand le stress est intense et subite, l'organisme va tout faire en fait, pour qu'on ne ressente ni la douleur, ni la fatigue, pour qu'on puisse affronter ce stress aigu qui pourrait sinon nous tuer là tout de suite. Donc, ça vaut mieux en fait de survivre, quitte à faire des dégâts, plutôt que d'essayer de faire les choses de manière parfaite, mais en fait de mourir face à ce stress aigu qu'on est en train de vivre. Je sais pas si c'est un début de réponse, peut-être, c'est pas encore complet, mais peut-être qu'à la fin de cette grande discussion, on aura beaucoup plus d'éléments. Je sais pas si Jérémy, tu veux compléter là-dessus. Non, je suis tout à fait d'accord. On a une capacité qui est extrêmement poussée, comme vous le disiez, hein, Daniel, qui nous permet de ne pas ressentir, de pas ressentir de désagrément. Moi, c'est quelque chose que je vois chez les personnes aujourd'hui qui pratiquent ce qu'on pourrait appeler, pas forcément sur des stress subis, mais des personnes qui se procurent volontairement ce stress. Je pense notamment aux personnes qui sont dans le sport à outrance. Donc, oui, oui, on peut tout à fait, s'enfermer en fait dans un espèce de cercle et dans une espèce d'illusion, hormonale qui va faire que, finalement sur le moment, c'est pas si pire que ça, mais dès qu'on sort de cette bulle, hormonale et que les choses redescendent, c'est là où on va payer le prix et ça, c'est pas forcément évident à comprendre. On va peut-être parler, tout à l'heure des 3 phases du stress. Il y a je sais pas, Christian, si tu avais déjà publié le conseil de lecture sur la plateforme, hein, je crois que tu l'as fait. Il y a un livre très intéressant de Hans Seil, donc sur, les 3 phases, d'adaptation au stress et effectivement, il y a une des phases où, il y a, tout un tas de production d'hormones qui nous permettent de faire face à ces stress et moi, je suis assez, d'accord avec ce que vous avez dit. C'est incroyable jusqu'où on peut aller, pour survivre, en fait, quoi. Et de comprendre comment on fonctionne, ça permet aussi de pas, tomber dans ce cercle, en fait, où on en fait, c'est une illusion hormonale pour moi et quand on comprend comment elle fonctionne, on peut plus facilement en sortir et surtout relativiser parce que quand on sort de plusieurs années et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, d'années de stress chronique, c'est pas évident de sortir de ce genre de situation
Mais quand on a la connaissance et on sait comment le corps fonctionne, on peut plus facilement se guider en fait, dans ce chemin de régénération, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir ou qui veut ajouter quelque chose sur, sa vision de la fatigue avant qu'on passe, aux causes ou à ce qu'on en comprend chacun de cette fatigue chronique? Oui, non, moi j'ai merci en tout cas pour vos petites définitions. J'ai, aussi eu un vécu, un ressenti de la fatigue chronique et je vois ça aujourd'hui, comme un manque de disponibilité, d'énergie qui ne permet plus, de s'adapter à toutes les contraintes qu'on va rencontrer. Donc c'est un peu ça rejoint vraiment ce qu'on vient de dire, je pense, tous avec des mots un peu différents et donc moi j'avais, des capacités digestives qui étaient fort diminuées. Hem, j'étais j'étais fort sensible aussi, à tout ce qui pouvait survenir d'imprévisible dans mon quotidien, dans les relations aussi, donc c'était vraiment et je lie fort la fatigue chronique quand même au stress chronique. Là, c'est ce qu'on vient de dire avec les différentes phases d'alarme, d'adaptation et puis d'épuisement et quand on arrive dans cette phase d'épuisement, bah, oui, je pense que c'est vraiment, un manque d'adaptation en fait à tout ce qui peut survenir, quoi. Super, merci Paul pour ton complément. Ça m'a fait penser en t'écoutant à tout l'aspect mental, cognitif que Jérémy a évoqué, où la fatigue, lorsqu'elle est présente au niveau cérébral, dans les neurones, dans le cerveau, ça induit des attitudes mentales, émotionnelles qui sont très différentes et qui sont assez finalement logiques et simples à comprendre. On dit que les gens qui sont fatigués ou épuisés, qui ont un manque de disponibilité énergétique, ils ont une tendance soit à partir dans une attitude très autoritaire, très sûre d'elle, où en fait on va être très certain de ce qu'on pense. On va trier volontairement sans s'en rendre compte. C'est vraiment un tri qui se fait vis-à-vis de toutes les informations qui pourraient nous faire réfléchir et nous créer du doute sur ce qu'on pense. Elles vont être automatiquement mises de côté par le cerveau. Le cerveau va aller chercher à conforter ses propres biais quand il y a un manque de disponibilité énergétique. Et c'est quelque chose que peut-être certains ont vécu dans leur vie. Moi, avec le recul, quand j'ai fait une pratique alimentaire un petit peu extrême, j'étais arrivé petit à petit à ce genre d'état mental où en fait, on a une attitude de plus en plus autoritaire, on a de plus en plus de peine à aller lire un avis divergent, on sent que ça nous dérange fortement, que ça peut nous déstabiliser émotionnellement et mentalement. Mais même au-delà de ça, en fait, le cerveau ne va pas prendre en compte ces informations, il va les pousser de côté parce que en fait, il sait qu'il n'a pas l'énergie d'aller créer un processus de remise en question qui est extrêmement énergivore. Tous ceux qui l'ont vécu dans leur vie, quand vous devez remettre en question des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément des certitudes, mais vous avez des convictions assez fortes, on sait que c'est hyper fatigant, c'est hyper épuisant. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est hyper fatigant pour n'importe qui. Et dans ces contextes-là, si le cerveau est en manque de disponibilité énergétique, il va couper en amont le signal. Donc, il va vous maintenir dans une posture autoritaire, sûre d'elle, où on évite en fait toute remise en question. Et à un certain point, certaines personnes peuvent basculer dans la résignation, par contre complète, où ils vont aller se résigner et se soumettre en fait à l'avis d'une personne et coller tout le temps à ce que cette personne dit sans vraiment qu'il y ait de remise en question. Donc en fait, c'est un processus différent. Ça dépend aussi, je pense, des personnalités de chacun. Certains vont devenir des sortes de gourous et d'autres vont devenir des suiveurs invétérés qui ne remettent plus rien du tout en question. Et c'est des choses qu'on va typiquement voir quand il y a une faible disponibilité énergétique et qu'il y a en fait une montée de certaines hormones adaptatives, notamment la sérotonine au niveau cérébral, les œstrogènes aussi. Quand vous voyez ce type de posture, vous voyez en fait les effets d'un excès d'œstrogène et de sérotonine. Et c'est aussi ce que vous pouvez vivre à votre échelle, même si vous allez bien, mais si vous avez une infection intestinale, il y a quelque chose qui s'est mal passé, que la sérotonine, elle augmente beaucoup,
vous avez bu beaucoup d'alcool, puis que les oestrogènes sont montés, les heures ou les jours après, vous allez avoir une posture qui est beaucoup plus de ce type-là. C'est quelque chose qui se voit. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer dans ma vie. Je vous redonne la parole à Jérémy. Non, c'est très intéressant et je me reconnais assez dans ce. Enfin, il y a une partie de moi dans le passé qui se reconnaît pas mal dans cette posture, en tout cas. J'ai rien à rajouter. Je suis très en phase avec ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir avant qu'on passe aux causes, à comment on caractérise la fatigue et qu'on puisse discuter après des solutions qui en découlent? C'est OK pour tout le monde? Allez. Alors, moi, ce que je me suis proposé, de faire, c'est, de partir sur 2 axes. Alors évidemment, c'est pas les seuls, donc je vais pas monopoliser la parole, sur tous les axes, mais, heu, déjà pour tout ce qui est aspect production d'énergie, donc, je l'ai dit tout à l'heure, un premier volet, c'est déjà est-ce qu'on a les nutriments? Est-ce qu'on a les cofacteurs pour produire, l'énergie? Et donc forcément, quand on se pose la question: «Est-ce qu'on a, à disposition les nutriments?» Forcément, on va parler de l'axe digestif. Donc, d'une manière générale, en tout cas moi en tant que thérapeute, une personne qui vient me voir avec des problématiques de fatigue chronique, une des premières choses que je regarde, c'est, la digestion. Voilà. Est-ce qu'elle a la digestion qui lui permet d'assimiler les nutriments pour produire son énergie? Donc, ce qui est investigué, selon moi évidemment, c'est la digestion, les sensations, le transit, la texture, les sels. Y a-t-il une dysbiose ou non? Y a-t-il de l'endotoxémie? Y a-t-il une inflammation de bas grade? Y a-t-il une bonne circulation biliaire? Donc toutes ces choses-là, voilà, c'est pour moi déjà une cause majeure de carence en nutriments et qui va nous empêcher de produire, de l'énergie qu'il faut. Donc déjà, investiguer tout l'aspect digestif. Et avec l'aspect digestif, il y a, toujours, l'axe hépatique aussi. Donc généralement en naturopathie, on appelle ça l'axe, ou le système intestin-foie, même si le foie, il va intervenir sur d'autres axes, mais voilà, cet axe digestif-foie, pour moi, il est déjà fondamental quand on cherche à résoudre un problème de fatigue chronique. Donc est-ce que la digestion est bonne? Est-ce qu'on a une bonne détoxification? Parce que s'il y a une détoxification qui est impactée, qui ne se fait pas correctement, on sait que l'inflammation va accaparer des nutriments. Donc là, ce serait plutôt une carence, ouais, une carence par inflammation, pas une carence d'apport. Donc, investiguer, tous les problèmes, tous les signes qui nous montrent qu'il y aurait effectivement une surcharge au niveau du foie. Hem, donc cet axe-là, digestif foie, sachant qu'au niveau du foie, on va avoir la conversion des hormones thyroïdiennes. Donc je ne vais pas en parler, on va en parler tout à l'heure avec l'axe neuro-endocrinien. Donc voilà, déjà cet aspect digestif fondamental. Est-ce qu'il y a une bonne digestion ou pas? Et si la digestion n'est pas là, la rétablir déjà pour moi, c'est déjà prioritaire. Ensuite, un autre axe, ça va être tout ce qui est, système, nerveux. Alors, au niveau du système nerveux, évidemment, ce qu'on va parler, c'est, du sommeil. Puisque, pendant le sommeil, on a, des grands processus de reconstruction, de détoxification qui vont se faire. Donc, on va aller investiguer, tout ce qui est, rythme circadien, sommeil, comment est-ce que la personne dort? Est-ce qu'elle s'endort vite ou est-ce qu'elle met du temps? Est-ce qu'il y a des réveils nocturnes ou est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y a des réveils nocturnes, on va pouvoir, lier ça à des problèmes hormonaux,
les problèmes de glycémie dont on va parler tout à l'heure. Mais ça me paraît déjà être la base. Pour tout ce qui est production d'énergie, est-ce qu'on a une bonne digestion? Est-ce que tout roule bien au niveau intestinal? Et au niveau du sommeil, est-ce qu'on a le repos suffisant pour produire cette énergie? J'ai d'expérience en tant que thérapeute, c'est très rare, ça m'arrive des fois, mais c'est très rare de tomber sur une personne qui est en fatigue chronique, qui digère parfaitement bien, qui a une selle ou 2 selles ou 3 selles magnifiques par jour et qui a un sommeil de plomb, donc qui s'endort en 2 minutes et qui dort d'une traite jusqu'au matin. C'est extrêmement rare. Donc ça déjà, ça me paraît être les 2 axes, ces 2 axes, on peut les dire principaux ou pas, mais ces 2 axes que j'investigue systématiquement pour les cas de fatigue chronique. On verra tout à l'heure pour les solutions. Pour ça, chacun de ces, je présenterai mes outils pour chacun de ces axes. Donc, voilà. J'en ai d'autres. On peut parler de l'axe neuro-endocrinien, de l'axe circulatoire, etc. J'en ai d'autres, mais ce que je vous propose, c'est de passer la parole à quelqu'un d'autre qui puisse nuancer ou apporter une information pour compléter quelque chose sur l'axe digestif, hépatique ou nerveux, sommeil, ou alors qui présente un nouvel axe qui, selon lui, permet de caractériser ou qui peut poser problème dans la fatigue chronique. Oui, moi je voulais corroborer ce que vous avez dit sur la digestion. En fait, j'ai eu une période où après avoir mangé, j'étais très très fatiguée. Et du coup, j'ai commencé à ne plus manger. Et en fait, c'était un cercle vicieux parce que j'avais l'impression qu'en mangeant pas ou en mangeant vraiment beaucoup plus légèrement, j'étais moins fatiguée en fait. Et plus je faisais ça, et plus effectivement une fatigue chronique s'est installée et à plus savoir ne plus manger et puis être quand même fatiguée quoi. Donc effectivement, le lien digestion-fatigue, c'est énorme quoi. C'est énorme. Après, effectivement, à force d'investigation, il s'est avéré que j'avais SIBO, etc. Donc, un vrai problème digestif. Mais j'en étais à faire un lien, pas manger, meilleure santé, en fait, et meilleure forme. Voilà. Et puis, je vivais sur mes réserves, donc stress, et puis sport intensif, etc. pour épuiser toute cette énergie. Mais j'avais l'impression qu'en faisant ça, ne plus manger et faire beaucoup de sport, en fait, j'ai été moins fatiguée. Ça me reboostait, en fait, ça me donnait un semblant d'énergie. Voilà, jusqu'à épuisement. C'est un aspect très important que Brigitte a relevé là. Ça crée vite des cercles vicieux, en fait, entre l'aspect digestif et l'aspect fatigue ou énergie. Si on est en état de fatigue chronique, la sphère digestive dysfonctionne, mais si on a un problème digestif qui est non réglé, s'il y a une infection intestinale, une grosse inflammation, si la diète est vraiment pas du tout adaptée à nous, dans notre contexte, ça vient, comme Jérémy l'a dit, porter un gros coup à la production énergétique. La sphère digestive, c'est le point de contact majeur qu'on a avec le monde extérieur, réellement. C'est par là qu'on a le plus de contact par une membrane qui est semi-perméable, on peut dire. Donc en fait, c'est un point d'entrée non seulement des micronutriments, mais aussi de la toxicité. Donc c'est une sphère qui est absolument cruciale et de résoudre ou d'essayer au mieux de résoudre les problèmes dans la sphère digestive, c'est crucial. C'est un point d'entrée des endotoxines que Jérémy a cité, les LPS. Il y a d'autres molécules toxiques produites par les micro-organismes qui nous colonisent cette partie qui réellement est un petit peu à l'extérieur de nous. Les LPS, les endotoxines, sont connus pour inhiber toute la chaîne de production énergétique, notamment des mitochondries. Au début, on parlait du complexe 3. Moi, j'ai pu, au fil du temps, voir des papiers qui montrent en fait une inhibition de toute la chaîne. Tous les complexes sont inhibés par les LPS, les endotoxines, donc qui sont des poisons mitochondriaux majeurs. En plus de la cascade inflammatoire qui est générée par ces molécules. Donc là, d'aller résoudre le trouble digestif, c'est crucial. On parlera des solutions. On a des solutions qui sont parfois différentes, mais qui peuvent arriver au même résultat et qui peuvent être plus ou moins adaptées selon le contexte.
Donc voilà pour compléter sur l'aspect digestif. Après, bon, l'aspect sommeil, aspect système nerveux, c'est sûr que quelqu'un qui, dans son hygiène de vie, n'a pas la possibilité, en fait, ou ne se donne pas la possibilité d'accorder assez de temps et de sacraliser un peu le sommeil, il y aura des problèmes. Maintenant, il y a beaucoup de gens, en fait, qui dorment mal et qui font attention d'aller au lit suffisamment tôt, ils font attention aux écrans, ils font attention aux lumières, ils font attention à toutes ces choses circadiennes et dont on parle. Et malgré ça, ils ont de la peine en fait à trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est pas un état dans lequel on accède de manière simple et efficace lorsqu'on est déjà épuisé. Quand il y a un état d'épuisement chronique avec des niveaux d'énergie qui sont trop faibles, les cellules sont en état de surexcitation, en particulier les neurones, et c'est hyper difficile de trouver le calme et le sommeil. Tout le système en fait est déstabilisé. Vous avez une production accrue d'histamine, par exemple, qui maintient l'éveil. Vous allez avoir une très mauvaise capacité à stocker du glycogène, donc en fait beaucoup plus rapidement, vous allez avoir une montée des hormones de stress. Et en plus de ça, vous risquez d'avoir un gaspillage des substrats énergétiques, notamment du glucose, où vous allez produire de l'acide lactique, c'est-à-dire produire 15 à 18 fois moins d'énergie que si vous oxydiez ça de manière efficace. Donc pour toutes ces raisons, il y a des états où en fait le système n'arrive plus à trouver un sommeil réparateur et on voit que c'est de pire en pire avec l'âge, avec le vieillissement de l'organisme, la dégénération générale de l'organisme. Il y a peu de personnes à plus de 60 ou 70 ans qui ont encore un très bon sommeil où ils peuvent faire 8 heures non-stop et qui se réveillent en pleine forme. Ça existe, mais c'est pas, je dirais que c'est pas la norme, malheureusement. Donc voilà un petit peu mon complément sur ces axes. Après, il y a plein d'autres choses qu'on pourra aborder par la suite. Si quelqu'un veut compléter, allez-y. Tu veux amener un autre axe ou une autre cause que tu vois, toi, Jérémy? Ou sinon, moi, je peux partir là-dedans. C'est comme tu veux. Ouais. Je commence et puis tu me compléteras du coup. Ouais. Alors, évidemment, quand on parle de fatigue chronique, on va forcément parler d'axe hormonal. Je pense qu'on est tous ici au courant qu'une des causes qui est quasi systématiquement associée à la fatigue chronique, c'est l'hypothyroïdie. Ce que je vous propose, bon, c'est un peu particulier, hein, c'est de proposer un peu la vision HTMA, donc Air Mineral Trace Analysis, hein, c'est l'analyse capillaire des minéraux, pour ceux qui connaissent, qui a une vision assez vulgarisée et que je trouve qui est intéressante, qui est pas forcément complète, mais je trouve que ça permet assez facilement de comprendre le tandem entre les surrénales et la thyroïde, pour ce qui est de la production d'énergie. Donc, dans la vision HTMA, on vulgarise en expliquant que le cortisol, c'est le carburant. Pardon, les surrénales, c'est le carburant, ce qui apporte le carburant, et la thyroïde, c'est le moteur. Donc, en fait, les hormones sécrétées par les surrénales, et notamment le cortisol, comme l'a expliqué tout à l'heure Christian un petit peu en introduction, ça permet de rendre l'énergie disponible. Le cortisol, et ça c'est la première fois que j'ai pu toucher un petit peu du doigt ce que ça représentait dans le corps, c'est dans la vision un petit peu pro-métabolique, c'est que le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Quand elle est utilisée de façon chronique, c'est une hormone qui est catabolique, donc qui va concrètement détruire nos tissus pour en produire de l'énergie. Il va y avoir de la lipolyse, il va y avoir de la glucogénèse. Il va y avoir de l'énergie qui va être disponible, enfin du substrat énergétique qui va être disponible dans le corps. Et la thyroïde, ou les hormones thyroïdiennes plutôt, c'est ce qui va régler la vitesse à laquelle on brûle ces carburants. Donc les hormones thyroïdiennes vont intervenir dans l'activité mitochondriale, elles vont augmenter la consommation d'oxygène, elles vont augmenter le métabolisme basal. Donc je trouve ça intéressant d'apporter cette vision du carburant et du moteur, parce que je trouve que ça permet assez bien de comprendre ce qui se passe, même si c'est évidemment
à nuancer. Et donc, on comprend très facilement que si on a quelque chose qui vient bloquer soit la mise à disposition de ce carburant par l'axe HPA, donc hypothalamus, hypophyse, surrénal. Donc HPA, ça vient de l'anglais, hein, hypothalamus pituitary qui veut dire hypophyse et adrénal qui veut dire surrénal. Donc il va y avoir pas suffisamment de substrat énergétique qui est disponible. Et de l'autre côté, on a l'axe HPT, donc c'est l'axe hypothalamus hypophyse thyroïdien. Là, pareil, s'il y a un problème au niveau de cet axe-là, on va avoir plein de carburant à disposition, mais on ne va pas pouvoir le brûler dans nos cellules. Alors, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, il y a aussi l'insuline, le bon rapport entre l'insuline et le glucagon, parce que l'insuline, c'est l'élément concrètement qui fait entrer le signal, qui fait entrer le glucose dans les cellules, donc il n'y a pas que les hormones thyroïdiennes. Mais voilà, au niveau des surrénales, au niveau de la thyroïde, il y a des cofacteurs qui sont nécessaires pour produire ces hormones. Et si ces hormones ne sont pas bien synchronisées les unes par rapport aux autres, eh bien, on va avoir un problème de régulation. Donc là, on était dans la production. Et là, si ces deux hormones ne sont pas bien synchronisées les unes par rapport aux autres, on va avoir un problème de régulation. Soit on a trop d'énergie dans le sang, on n'arrive pas à le faire entrer dans les cellules. Et là, on va arriver sur les problèmes de résistance à l'insuline, d'hyperglycémie, de syndrome métabolique, etc. Ou alors, tout simplement, on n'a pas suffisamment de carburant à disposition. Et là, on peut avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc, dans la vision HTMA, je ne vais pas trop en parler, mais il y a on distingue différentes catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont sur régime au niveau des thyroïdes, de la thyroïde et des surrénales. C'est ce qu'ils appellent les fast oxidizers. Les fast oxidizers, c'est les personnes qui ont tendance à trop vite brûler l'énergie qu'ils ont à réserve à disposition. Par exemple, moi, je suis une personne qui est de ce type-là. Je suis très facilement excité, je me lève facilement dès qu'il y a un truc à faire. Enfin, je suis plutôt dans l'excès. Et puis, il y a de l'autre côté les slow oxidizers, donc c'est les personnes qui sont en sous-activation. Et ça se voit dans les analyses capillaires. Ils ont des surrénales et des ratios de surrénales et thyroïde qui sont sous-optimaux. Donc, eux, c'est des personnes qui vont avoir tendance à moins produire d'énergie par rapport à leur réserve. Et puis après, il y a entre ça différentes typologies de personnes. C'est assez intéressant. Je vais pas trop rentrer dans le détail. Ce sera probablement l'objet d'un article prochainement sur Solsten. Donc voilà, le bon agencement de ces différentes hormones va, un, rendre le substrat énergétique disponible, deux, le permettre d'être converti en énergie. Et ça, évidemment, c'est absolument majeur. Voilà, la fonction thyroïdienne, c'est une personne qui est en épuisement chronique. J'ai encore jamais vu une personne qui n'est pas en hypothyroïdie et qui est dans une situation de fatigue chronique. Donc voilà pour l'axe hormonal. Je te laisse compléter, Christian, avec peut-être ta vision. Ouais, c'est évidemment un axe qui est absolument majeur là-dedans parce que tout ce que tu as évoqué, que ce soit les catécholamines surrénaliennes ou les hormones thyroïdiennes, c'est vraiment ce qui vient orienter le fonctionnement métabolique, donc la production énergétique, le type de production énergétique. Maintenant, moi, dans ma compréhension et j'ai dans la vision prométabolique, bioénergétique, les catécholamines s'opposent à l'hormone thyroïdienne. C'est-à-dire que les catécholamines, cortisol, adrénaline, vont freiner, inhiber la production d'hormones thyroïdiennes. Donc c'est un aspect majeur. Ce que je nuancerais aussi, c'est l'aspect énergie-substrat, parce qu'on a tous tendance aussi linguistiquement à faire ces erreurs, et moi le premier. Quand on a du glucose ou des lipides en circulation dans le sang ou même à l'intérieur des cellules, c'est de l'énergie potentielle qui est stockée dans une structure, dans une molécule, mais ce n'est pas sous des formes qui sont facilement utilisables. Donc, c'est important de comprendre ça. Les catécholamines, comme Jérémy l'a évoqué,
elles ont pour fonction d'amener des substrats énergétiques à disposition des cellules. S'il n'y en a pas en provenance de l'intestin, typiquement. Et il y a toute une cascade, ça se fait pas. Ça peut se faire de manière différente. C'est-à-dire que vous avez mangé un repas, les glucides et les lipides sont absorbés, ça sert de substrat énergétique. En général, là, les catécholamines, en postprandial, elles sont censées être relativement basses. Sauf si vous faites énormément de sport à ce moment-là, etc., etc. En général, l'une des premières mesures que le corps va prendre pour fournir des substrats énergétiques, c'est l'adrénaline. Et si l'adrénaline n'est pas suffisante, en général, le corps passe au cortisol. Mais le cortisol n'est pas forcément la première option. Et évidemment, imaginez pas ça comme des 0 et des 1, parce qu'il y a toujours un peu de cortisol, il y a toujours un peu d'adrénaline, on n'est jamais à des 0%. Il y a une régulation qui est extrêmement complexe. Mais en général, si l'adrénaline n'arrive pas à faire assez de travail, là, le cortisol monte. Et ça a des effets quand même passablement différents entre adrénaline et cortisol. Et on peut, en fait, avec des marqueurs assez simples, essayer d'identifier si une personne elle est plutôt sous adrénaline ou cortisol. Notamment en regardant l'évolution de la température corporelle basale, mais aussi du rythme cardiaque. Parce que l'adrénaline a tendance à pousser le rythme cardiaque à la hausse, mais pas le cortisol. Donc, on va pas aller dans les détails de comment faire ça maintenant, mais c'est des choses qu'on peut essayer de voir pour analyser tout ça. Maintenant, moi, ma vision de ces deux axes, donc l'axe que Jérémy a évoqué, l'axe hypophysaire, hypothalamique, surrénalien, et vraiment l'hypophyse, enfin l'hypothalamus et l'hypophyse, moi je vois ça comme le gouvernement central. Et quand cet axe-là est suractivé, hypophyse, hypothalamus, vous êtes dans un... Imaginez que notre corps, c'est un pays rempli de cellules qui travaillent à peu près ensemble pour essayer de fonctionner. C'est à peu près la réalité, en fait. Si les choses vont pas très bien, le gouvernement central, il a tendance à prendre plus de poids, à laisser moins de liberté, à essayer d'être plus dirigiste, plus autoritaire. Et du coup, vous avez une élévation des hormones hypophysaires, que ce soit la TSH, la prolactine, etc., etc. Et ça vient forcer le corps ou les organes à travailler d'une certaine manière. Là où la thyroïde permet beaucoup plus de décentralisation, beaucoup plus de liberté, d'autogestion des tissus et des cellules. Parce que vous avez la glande thyroïde qui fournit un peu de T3, beaucoup de T4. Et ensuite, on a tendance à simplifier le truc et à se dire, il y a le foie qui convertit le reste. Ça va beaucoup plus loin. Le foie, il est responsable que d'une partie relativement faible de la T3 totale du corps. Pourquoi ? Parce que la majorité de la T3, elle est produite au niveau intracellulaire dans beaucoup de tissus qui ne doivent pas être dépendants de ce que le foie y fait. Donc il y a le cerveau, par exemple, le tissu musculaire, c'est des tissus qui vont produire eux-mêmes la T3 avec la déiodinase 2. Et on estime que c'est plus de la moitié de la T3 qui est produite de cette manière, par exemple. Donc on voit qu'il y a une régulation qui se fait de cette manière, et plus l'organisme fonctionne bien, plus les choses se passent bien, moins il y a de stress, plus il y a de disponibilité énergétique, plus le cerveau se dit oh, tout a l'air de bien aller, je peux décentraliser un petit peu, je fais confiance à l'organisme et je laisse les cellules s'autogérer. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Hein, si chacun travaille, tire à la même corde et est capable de se gérer au mieux au niveau local, c'est souvent plus efficace. Quand on a besoin d'une centralisation, c'est plus efficace pour affronter des gros dangers, mais c'est moins efficace ou moins efficient fondamentalement. Donc c'est hyper important, à mon sens, d'avoir cette vision entre thyroïde et hypophyse, hypothalamus surrénal avec les catécholamines. Parce qu'il y a une opposition nette. Il y a une opposition nette entre les deux. Mais après, je rejoins tout à fait Jérémy sur l'aspect hypothyroïdie et fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est un des symptômes les plus fréquents de l'hypothyroïdie. C'est quasi systématique, en fait. Quand il y a une hypothyroïdie, il y a une fatigue chronique. Mais c'est pas étonnant. Parce qu'en fait, toutes les causes sous-jacentes de la fatigue chronique vont aussi déboucher sur l'hypothyroïdie. On a parlé des endotoxines, on a parlé du stress, on pourra parler plus en détail, mais tous ces mécanismes-là, ils entraînent un basculement de l'organisme
vers le fonctionnement centralisé où la thyroïde, elle s'éteint. Et en même temps, comme vous avez une moins bonne production énergétique, parce que si vous n'avez plus d'hormones thyroïdiennes ou pas assez, vous allez plutôt avoir tendance à fermenter le glucose en lactate, ce qui est beaucoup moins efficace au niveau énergétique, et à faire de la bêta-oxydation de lipides, qui est moins efficace aussi, n'en déplaise à certains. Et du coup, vous avez des niveaux énergétiques qui sont plus faibles. Donc, pour peut-être nuancer, parce que je ne pense pas que c'est ce que Jérémy a voulu dire, mais c'est peut-être ce qui a pu être compris, la thyroïde, elle n'augmente pas la consommation d'énergie. La thyroïde, elle augmente la production d'énergie. Elle augmente vos niveaux d'énergie. C'est extrêmement important de comprendre ça. Alors, ça peut, par effet billard à 2 ou 3 bandes, augmenter aussi derrière la consommation d'énergie, parce que comme les tissus sont un peu plus libres de fonctionner comme ils veulent, qu'il y a un peu plus de stéroïdes qui vont être produites, etc., le corps va accélérer. Mais fondamentalement, l'hormone thyroïdienne, le premier effet qu'elle a, c'est d'améliorer l'oxydation mitochondriale, donc de remonter les niveaux d'énergie disponibles. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, de le comprendre. Et c'est pour ça que si la fonction thyroïdienne, elle est éclatée, vous avez une mauvaise production d'énergie, donc vous allez être fatigué. Voilà pour le complément sur ce qui était thyroïdien. Est-ce que quelqu'un veut parler de tout ça? Sinon, je peux compléter sur le gaspillage énergétique qui est dû qui va être impliqué quand il y a une hypothyroïdie. Quand vous avez une hypothyroïdie, mais aussi pour d'autres raisons qu'on pourra évoquer plus tard, le glucose, on l'a vu, il part en lactate, vous allez produire très peu d'ATP. De mémoire, c'est 18 fois moins. Donc, il y a un gros gaspillage comme ça d'énergie, il y a une mauvaise production d'ATP, en plus une mauvaise production de CO2 qui a des rôles stabilisateurs, mais en plus de ça, l'acide lactique, il a des rôles pro-inflammatoires dans l'organisme. Donc en fait, vous allez augmenter le gaspillage d'énergie encore plus. Donc c'est très facile d'arriver en fait à un état d'épuisement quand on fonctionne comme ça. Et un marqueur sanguin qui est assez intéressant et assez fiable et qui devrait être fait systématiquement parce qu'en plus il coûte vraiment pas cher, c'est le taux de lactate. Et le taux de lactate dans le sang, vous avez des plages de référence là aussi qui sont souvent très larges parce que malheureusement beaucoup de gens sont en mauvaise santé aujourd'hui. Mais il faudrait vraiment être sur le bas des plages de référence typiques des labos. Moi, je vise toujours en dessus de 1,0 pour quelqu'un qui est en très bonne santé. Malheureusement, ça devient de plus en plus rare. L'unité, je ne sais plus vous la dire de mémoire, il faudrait que je regarde, mais en gros, les plages de labo vont de 0,5 à 2,2 ou 2,4 même dans certains cas. Mais déjà au-dessus de 2, vous avez des très gros problèmes de santé qui sont fréquents. Et en fouillant un peu plus tout ça, on se rend compte que déjà au-dessus de 1, on a une prédisposition à des syndromes comme syndrome métabolique, etc., etc. Donc on sait qu'il y a déjà quelque chose qui dysfonctionne en partie. Donc le taux de lactate, il est intéressant à observer, c'est un marqueur de votre santé métabolique et ça peut nous aiguiller aussi sur les causes sous-jacentes. Jérémy, tu veux faire la suite ou quelqu'un d'autre aimerait compléter sur l'aspect thyroïdien ou autre? Non, moi, ça me paraît bien. Peut-être un autre marqueur, on en avait déjà parlé dans un live précédent, mais quand on est chroniquement au-dessus de 2 avec la TSH, c'est généralement pas très bon signe pour la fonction thyroïdienne. Après, voilà, c'est toujours, ça reste un marqueur, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué, enfin que Christian avait évoqué dans un live précédent. Ça, c'est pour rajouter un marqueur TSH. Ouais. Et 2, c'est quelque chose d'assez... beaucoup de gens sont d'accord, on va dire. Mais dans les milieux prométaboliques, ils parlent même de 1. Quelqu'un qui serait déjà au-dessus de 1, c'est qu'il y a quand même déjà une forte stimulation au niveau hypophysaire. Et comme la TRH qui vient stimuler l'hypophyse stimule aussi la production de prolactine, donc dès que tu as une TSH élevée, en général, tu as aussi une prolactine qui a tendance à s'élever. Sauf dans le cadre de dysfonction de l'hypophyse, ça peut arriver, il y a des maladies de l'hypophyse, il y a des choses comme ça. Mais en général, si la TRH, elle stimule beaucoup l'hypophyse, donc s'il y a le gouvernement central qui s'active,
la prolactine va aussi monter de manière exagérée. Et quand la prolactine, elle monte, il y a toute une série, elle a été appelée l'hormone de la mort hein, par certains scientifiques, à certains, je crois dans les années 80 ou 90, et pour certaines raisons qui ne sont pas forcément fausses, alors bien qu'on voit le rôle de la prolactine sur l'allaitement, mais la prolactine, elle a énormément d'autres fonctions. C'est vraiment une hormone d'adaptation au stress qui est là depuis très longtemps dans le développement des êtres vivants. Et en général, si la prolactine monte, il y a un affaiblissement des stéroïdes protecteurs ou des stéroïdes comme la progestérone, la DHT ou la testostérone. Et il y aura une tendance aussi à favoriser tout l'axe œstrogénique par la prolactine. Et la prolactine élevée, elle est étroitement associée avec le syndrome de fatigue chronique, mais aussi avec la fibromyalgie, par exemple. On a vu que c'était un petit peu imbriqué les uns avec les autres. C'est très fréquemment qu'on voit une prolactine élevée. Et là aussi, la prolactine, les normes de labo, elles sont de plus en plus larges, elles vont de plus en plus haut, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des prolactines élevées. Je vois encore des labos qui ont des vieilles plages de référence qui montaient jusqu'à 13 ou 15. Aujourd'hui, j'ai vu des labos français, typiquement, qui étaient au-dessus de 30 avec la plage de normalité de la prolactine. Dans la sphère bioénergétique, pour les hommes, on considère que c'est entre 4 et 7, une prolactine qui est saine. Pour les femmes, peut-être entre 8 et 12, certains vont aller jusqu'à 13, 14. Quand vous commencez avec au-dessus de 15, il y a un problème. Et la prolactine, elle est directement inhibitrice de la fertilité. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont de la peine aujourd'hui à tomber enceinte, et parfois il y a aussi des hommes qui ont de la peine à être fertiles. Si vous avez une prolactine élevée, il faut commencer par essayer de comprendre ce qui se passe là derrière. Tu veux compléter sur un autre axe ou moi, j'ai m'étais Euh, noté l'axe circulatoire aussi. Donc ouais, ça qui concerne j'ai des choses à dire aussi sur l'axe circulatoire, mais tu peux déjà introduire le truc. Le dernier petit point que je peux mentionner, c'est aussi que l'oxyde nitrique est fortement ou étroitement associé à la fatigue chronique. Pourquoi? Parce que quand l'oxyde nitrique monte, en général, c'est un mécanisme fort d'adaptation qui vient freiner la production d'énergie au niveau mitochondrial. Vous venez bloquer le cytochrome C oxydase, le complexe 4. Donc, une élévation d'oxyde nitrique, ça entraîne un affaissement métabolique et c'est étroitement lié avec la dégénérescence, la maladie et la fatigue chronique. Et je sais que ça peut être complexe à comprendre parce que dans les années 90, ils se sont rendus compte que les œstrogènes entraînaient une forte hausse de l'oxyde nitrique et l'industrie a fait énormément de foin pour essayer de faire croire que du coup l'oxyde nitrique était bénéfique. Parce que pour eux, les oestrogènes, c'est un gros fonds de commerce, donc tout ce que les oestrogènes font doit être bénéfique. Donc si les oestrogènes augmentent l'oxyde nitrique, c'est qu'il est bien. Est-ce que je veux dire? Et on en a un peu rendu là autour. Mais c'est un des articles que j'aimerais faire un jour, c'est un article sur l'oxyde nitrique. Il y a du reste une théorie du vieillissement liée à l'oxyde nitrique qui est très intéressante à aborder une fois. Voilà un petit peu parce que c'est lié à l'aspect thyroïdien, fermentation lactique. L'oxyde nitrique, il est directement impliqué là. C'est-à-dire que si vous partez dans la fermentation lactique, vous allez avoir une hausse aussi de l'oxyde nitrique, une baisse du CO2. En fait, vous entraînez un shift métabolique vers un métabolisme archaïque, primitif, qui génère peu d'énergie et qui n'est pas adapté à un organisme complexe comme l'être humain à moyen ou long terme. Ça va à court terme pour faire face à des situations difficiles ou alors pour entraîner une division cellulaire, typiquement, mais pas à long terme. Voilà, je te rends la parole. santé. Donc là, le dernier axe que je m'étais noté, c'est l'axe circulatoire, donc au niveau du sang. Donc tout à l'heure, Christian a parlé d'oxygène, qui est un marqueur de fatigue chronique, c'est la baisse de la consommation de l'oxygène. Donc l'oxygène, on en a besoin pour produire de l'ATP. Or, l'oxygène, il est transporté par l'hémoglobine, hein, avec le fer notamment. Donc, en cas d'anémie, la quantité d'hémoglobine, elle diminue et donc notre capacité à transporter l'oxygène diminue aussi. Donc, ça, c'est quelque chose, en tout cas, que je vois personnellement plus chez les femmes que chez les hommes. Donc, en tout cas, c'est quelque chose dans un cas de fatigue chronique
et avec quelques autres symptômes, par exemple, la pâleur du visage ou des personnes qui ont des passés d'alimentation, très végétale et cetera. Ça, c'est une piste à considérer, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'on peut regarder comme marqueur? On peut aller regarder la ferritine, qui reflète les réserves du fer. On peut regarder, tout ce qui va être hémogramme, hémoglobine, hématocrite. Évidemment, on regarde, la ferritine, c'est bien de pouvoir compléter le bilan avec, le coefficient de saturation de la transférine, le fer sérique, la transférine. Donc ça permet un petit peu de voir, où on en est sur, le métabolisme du fer, où on en est, d'une potentielle anémie. Voilà. Bon, je dirais que à partir de 50, ça peut être un problème. Voilà, autour de 50, ça peut déjà être insuffisant. Mais après, voilà, il faut le coupler avec d'autres marqueurs et se rappeler aussi que, quand on a une inflammation chronique, la ferritine peut être élevée. Si on a une inflammation, au niveau hépatique, par exemple, on peut avoir une ferritine qui est élevée et ça peut masquer ce genre de problème aussi. Voilà, donc bien tenir compte aussi du contexte inflammatoire et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, du foie, que je regarde systématiquement sur, voilà, tous les cas de fatigue chronique. Voilà ce que je m'étais noté. Tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect, circulation? Oui, je voulais nuancer l'aspect ferritine, hein, parce que c'est une toute petite fraction de la réserve de fer, la ferritine. Et comme tu l'as dit, elle est très, très sujette à variation. Quand il y a de l'inflammation, c'est une protéine de phase réactive, mais elle peut aussi être écrasée quand il y a une hypothyroïdie, par exemple. Donc c'est un marqueur qui est tellement sujet à des variations, des fluctuations, que je ne considère pas comme très bon. Un des meilleurs marqueurs, ça reste, je pense, la saturation en transférine, si le taux de transférine est normal. Il y a des gens qui ont très peu de transférine, ce qui peut indiquer des problèmes hépatiques. Mais si la saturation de la transférine elle est au-dessus de 35%, vous pouvez considérer que vous avez probablement beaucoup de fer, peut-être même trop. Maintenant, l'aspect fer, c'est un vaste sujet parce que quand il y a de l'anémie, quand il y a de la fatigue, on se dit, ben voilà, on bombarde de fer et c'est une bonne idée. Faut faire attention avec ça parce que le fer peut facilement se déposer au niveau tissulaire, au niveau cellulaire, et ne pas être mobilisé au niveau du sang, au niveau du sérum. Donc vous pouvez être en anémie ferriprive dans le sang, mais avoir des taux de fer qui sont très élevés au niveau cellulaire. Et ça, c'est un des gros problèmes liés à la fatigue chronique parce que lorsque vous avez beaucoup de fer au niveau cellulaire, il se passe plusieurs choses. Notamment, le fer peut remplacer le cuivre sur le cytochrome C oxydase. Et le cuivre est crucial sur cette enzyme pour son bon fonctionnement, notamment pour capter la lumière rouge qui est nécessaire au bon fonctionnement du cytochrome C oxydase. Donc, quand le fer s'accumule, vous avez ce risque-là. En plus, ça risque de pousser le cuivre hors des cellules. Et là, vous avez du cuivre qui se promène et qui n'est pas forcément bien à transporter et qui va générer toute une série de problèmes. Donc, attention avec le fer à ce niveau-là. L'autre problème du fer, quand il est accumulé dans les cellules, c'est qu'il va, via ce qu'on appelle la réaction de Fenton, créer de l'oxydation et créer un pigment qu'on appelle la lipofuscine, qui est un pigment hautement réactif qui s'accumule au niveau cellulaire. On a une capacité légère à l'éliminer petit à petit, mais on voit avec l'âge que ça a tendance à s'accumuler. Donc, si vous avez des taches de vieillesse, des lentigos, il faut vous méfier. Quand on vous dit que vous n'avez pas assez de fer, puis qu'on vous bombarde de fer, si vous êtes dans cette situation, faites très attention parce que ça veut probablement dire que le fer va se loger là où il ne doit pas être. Et ça, c'est quelque chose que je vois fréquemment maintenant. Et le problème de la lipofuscine est directement lié au sujet d'aujourd'hui parce qu'une fois que vous avez ce pigment au niveau cellulaire, la lipofuscine consomme de l'oxygène en permanence. Donc, il y a de l'oxygène qui passe par là, le pigment utilise l'oxygène mais ne produit pas d'ATP. Ça va produire d'autres métabolites, notamment du CO2, ce qui n'est pas grave, mais vous ne produisez pas d'énergie utile.
Donc, c'est un puits à oxygène, ce pigment. Donc, dans un tissu qui est chargé de lipofuscine, vous avez de la fatigue chronique au niveau cellulaire. C'est un aspect peu connu. Et dans un cas comme ça, de faire des injections de fer ou d'augmenter les apports en fer, ça peut être une très mauvaise idée. Il faut essayer de comprendre pourquoi le fer finit dans ces tissus et n'est pas disponible dans le sang. Ça, c'est un tout autre sujet. Mais comme Jérémy l'a évoqué, l'hémoglobine, elle est cruciale pour l'oxygénation. Et l'oxygénation est cruciale pour une bonne production énergétique. Donc, si vous avez une mauvaise oxygénation des tissus, et ça peut être dû à trop de lipofuscine, ça peut être dû à pas assez de CO2, typiquement. Le CO2 est nécessaire pour que l'hémoglobine relâche l'oxygène dans les tissus, via un mécanisme qu'on appelle l'adsorption, qui a été décrit par Gilbert Ling. Le CO2 modifie la structure de l'hémoglobine qui peut distribuer l'oxygène. Donc, extrêmement important. Et pendant qu'on est sur ce sujet-là, sachez que la lumière bleue a l'effet inverse de la lumière rouge au niveau du cytochrome C. Donc, la lumière bleue vient bloquer la cytochrome C oxydase, cette enzyme cruciale au métabolisme énergétique. C'est le complexe 4 des mitochondries. Donc, vous voyez que dans notre société moderne où on a des lumières LED, on n'a plus le droit à avoir des incandescences, sauf si vous êtes des poussins ou des lézards. Vous êtes dans un bureau toute la journée sous une lumière bleue. Vous n'avez plus de lumière rouge, ou très peu. Vous n'avez plus d'infrarouge. Et ça a des effets qui sont néfastes à la base de la production énergétique dans la mitochondrie. Et le dernier aspect que je voulais amener par rapport à ça, c'est tout l'aspect lié au monoxyde de carbone, le CO. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique qu'on produit dans notre métabolisme, en particulier quand il dysfonctionne. Et ce monoxyde de carbone, il se lie plusieurs centaines de fois plus fort à l'hémoglobine que l'oxygène. Donc, si vous produisez beaucoup de monoxyde de carbone, votre hémoglobine, elle va être en partie saturée de monoxyde de carbone. Donc, elle est plus disponible pour transporter l'oxygène. Donc, vous pouvez avoir un taux d'hémoglobine normal, mais vous avez une mauvaise capacité de transport qui participe à l'hypoxie. Alors, c'est des aspects qui sont hyper importants. Et qu'est-ce qui va entraîner une hausse du monoxyde de carbone? Il y a la peroxydation lipidique déjà, des AGPI, des acides gras polyinsaturés. Mais vous avez une enzyme qui s'appelle la M-oxygénase, HO1, qu'on appelle aussi heat shock protéine 32. Vous savez, certains sont très favorables à stimuler les heat shock protéines. Je pense que c'est une très mauvaise idée. En fait, tous les stress forts vont stimuler ces protéines. Donc, cette M-oxygénase, elle dégrade la molécule de M, HE, accent grave ME, qui est une porphyrine, je crois que ça s'appelle. Donc, c'est vraiment la molécule de base qui sert ensuite au transport de l'oxygène dans le sang. Et en faisant ça, vous libérez trois choses. Quand la M-oxygénase, elle détruit le M, vous libérez du monoxyde de carbone. On a vu déjà les petites problématiques via ce que ça fait au niveau du transport d'oxygène derrière. Et vous allez en plus libérer du fer libre. Donc vous venez augmenter encore plus le fer circulant de manière libre qui est pro-oxydant. Et quand ça se passe à l'intérieur des cellules, vous augmentez encore la fraction de fer libre disponible pour faire des réactions de Fenton et continuer le processus de dégradation. Mais en plus, vous allez libérer un pigment qu'on appelle la biliverdine, enfin une molécule qu'on appelle la biliverdine, qui va être dégradée en bilirubine. Et c'est pour moi un marqueur intéressant à voir dans le sang. Quelqu'un qui a des taux constamment élevés de bilirubine, pouvez estimer qu'il y a probablement trop de monoxyde de carbone aussi. Par contre, si vous voyez une bilirubine constamment élevée, ça doit être un indicateur d'une problématique sous-jacente comme ça. Et l'excès de bilirubine, il n'est pas anodin. Il déstabilise lui aussi les globules rouges qui vont relarguer du M. Et là, vous commencez à créer un cercle vicieux. Vous avez de plus en plus de M qui est dégradé, vous produisez de plus en plus de monoxyde de carbone et de bilirubine, etc. Donc là, vous pouvez facilement entrer en fait dans des boucles qui font dégénérer l'organisme petit à petit. C'est des sujets
malheureusement encore peu étudié, que je trouve hyper intéressant. Maintenant, comment aller rééquilibrer tout ça, c'est pas facile. On sait par exemple que la famille des citrus, orange, mandarine, pamplemousse, etc., mais aussi la quercétine qu'on va trouver dans dans des oignons rouges ou dans, je crois, la pomme, il y en a peut-être. C'est des molécules qui viennent freiner, inhiber la M-oxygénase. Donc en fait, vous venez un petit peu freiner ce processus, ce qui peut être bénéfique dans ce contexte-là. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin dans tout cet aspect. Je suis en train de préparer un schéma sur justement cette thématique de la M-oxygénase avec le monoxyde de carbone. Ce sera peut-être plus visuel. Et puis, je publierai ça sur la plateforme un jour ou l'autre. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux compléter l'aspect bilirubine ou transport d'oxygène, parce qu'on pense souvent au CO2, à l'oxygène, mais il y a d'autres choses qui peuvent être transportées et qui peuvent poser problème. Et la première desquelles, c'est ce monoxyde de carbone. Non, pour moi, c'était complet. C'est un aspect que je connaissais pas. Donc, j'ai rien à rajouter dessus. C'est très bien. Si je peux juste compléter, qu'est-ce qui Ouais. peut stimuler Vas-y. la M-oxygénase? Rapidement, il y a l'inflammation, dont les prostaglandines type PGE2, que les œstrogènes augmentent. Vous avez l'acide aminé méthionine, quand il circule beaucoup parce qu'il y a du catabolisme à cause du cortisol, par exemple, qui va stimuler cette M-oxygénase. L'hypoxie, déjà de base, stimule ça. Donc, en fait, là aussi, vous avez des cercles vicieux. Et voilà pour les principaux. Puis, si vous avez des dommages cellulaires, vous augmentez le M libre, ce qui vient directement activer la production de cette heat shock protéine 32 ou HO1. Voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir encore sur peut-être un axe qu'on n'aurait pas vu ou quelque chose qui lui permette de caractériser la fatigue chronique avant qu'on rentre un peu dans nos solutions qu'on a l'habitude de proposer avec les gens avec qui on travaille? OK. Alors du coup, je vais commencer un petit peu, alors là, c'est on va dire mon retour d'expérience de Toi, tu vas aller sur ouais, une vas-y. solution directe, là. Ouais, à part si tu veux me remettre un axe, vas-y. Ouais, très rapidement, la consommation d'acides gras polyinsaturés, ça perturbe le métabolisme énergétique à plusieurs étages. Ça vient par exemple inhiber le cytochrome C oxydase dont on a parlé. En fait, si vous consommez beaucoup d'acides gras polyinsaturés, vous entraînez là aussi un shift vers la production d'acide lactique, tout ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc c'est très important de réduire cette consommation, mais n'oubliez pas que si vous en avez mangé pendant 10, 20, 30 ans, dès que vous êtes sous stress, vous allez libérer énormément d'acides gras polyinsaturés qui vont être prioritairement libérés par les phospholipases, comme l'arachidonique, le linoléique et même les oméga 3. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut améliorer en claquant des doigts. Il faut malheureusement des années pour refaire un spectre d'acide gras à peu près normal dans son tissu adipeux notamment. Donc voilà, c'est une des causes que je voulais encore évoquer. Je te laisse la parole. Merci. Du coup, ça pourrait peut-être rentrer dans les solutions. Alors, bon, en tant que thérapeute, la première chose que je fais quand j'ai une personne qui vient me voir et qui a un problème de fatigue chronique, c'est déjà de vérifier qu'un certain nombre de bases sont cochées. Je pense que si je sais qu'il y a des thérapeutes parmi nous, je pense qu'on fonctionne à peu près tous comme ça. Donc, je vais rappeler un peu les bases sur lesquelles, on va dire ce qui est non négociable, c'est tout ce qui est régulation du rythme circadien, tout ce qui est bonne pratique de sommeil, donc sanctuarisation du lieu de coucher, les lumières bleues, la lecture, enfin voilà des bonnes préparations au sommeil. L'électrosensibilité aussi, donc là en ce moment je suis en train de lire, le livre du docteur Gérard Dieuze, donc j'espère qu'on pourra l'avoir, sur Solsten, ce sera vraiment bien. C'est Brice Richaud qui nous en avait parlé. Pour ceux qui veulent, se référer au live avec Brice Richaud, c'est très intéressant. Mais depuis que, je lis ce bouquin, c'est quelque chose que je prends en compte maintenant dans mes feuilles d'anamnèse. Je demande systématiquement, est-ce qu'il y a des matériaux qui ont été posés, dans la bouche par le dentiste? Puisqu'il y a ce que le docteur, Gérard Dieuze appelle les incompatibilités, chimiques qui peuvent provoquer, tout un tas de symptômes, dont la fatigue chronique. Donc, je pose maintenant systématiquement la question.
Donc, le rythme circadien, le sommeil, l'électrosensibilité, avec les matériaux en bouche, mais aussi, ça peut être, les champs électromagnétiques, des choses toutes bêtes comme couper, la Wi-Fi la nuit, par exemple, pas dormir à côté d'une prise qui est branchée, enlever le portable de la chambre, par exemple. Ensuite, au niveau des bases, on a, l'équilibre entre l'activité et le repos. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on a une vie, il y a certains qui ont des enfants, on travaille, enfin, il y a des on va dire, il y a des dépenses énergétiques auxquelles on ne peut pas se souscrire. Néanmoins, est-ce qu'il y a, des dépenses qui nous empêchent de nous recharger? Ça peut être le sport, ça peut être, des pratiques hormétiques, douche froide ou autres, et cetera. Donc essayer de voir l'équilibre entre les dépenses et les «rentrées» entre guillemets, d'énergie. Et après, je le mets dans les bases, mais c'est, on va dire, un apport nutritionnel suffisant. Donc grosso modo, voir si la personne, elle est à peu près OK au niveau des apports énergétiques, si elle est pas complètement à la ramasse, voilà. Et puis, dans les bases, je commence déjà à parler de répartition de macronutriments, même si pour moi, après, c'est plus un outil. Parce que quand on parle de répartition de macronutriments, on va voir, bon, la personne, est-ce que ça fait 2 ans qu'elle est sur un cétogène qui lui convient peut-être pas? Est-ce qu'elle est, sur une alimentation où il manque, un macronutriment vraiment? On va dire les grosses failles de l'alimentation. Voilà, donc ça, on va dire, c'est les bases, non négociables que j'investigue déjà, de base pour voir s'il y a pas de gros problèmes. Après, là, où on va un petit peu plus en profondeur, c'est sur les causes qu'on a citées tout à l'heure. Donc au niveau du système digestif et du foie, c'est avant tout rétablir une bonne, digestion, un bon transit. Donc ça, pour moi, c'est une des premières choses à faire, parce que si on digère pas bien sa nourriture, on n'assimilera pas les nutriments et de toute façon, la production énergétique ne peut pas se faire correctement. Donc là, moi, les outils que j'utilise pour rétablir, la bonne digestion, on en avait déjà parlé, un petit peu dans le live constipation. Donc moi, j'ai une approche hypotoxique où j'essaye de réduire les substances qui, rapidement, quand elles s'accumulent en excès dans le corps, peuvent poser problème. Donc je pense notamment aux acides gras polyinsaturés. Je pense, à tous les, à tous les légumes qui contiennent, par exemple, des grosses quantités de lectine. Je pense, en tout cas dans mon approche, aux aliments qui sont très riches en rétinol, qui peuvent poser, certains problèmes par, le caractère, oxydant de cette substance qui s'accumule dans le foie. Les surcharges de cuivre aussi, donc ça c'est, on va dire, mon approche que j'ai aujourd'hui. Et puis pour tout ce qui est rétablissement du transit, rétablissement d'une bonne élimination biliaire, moi j'utilise la méthode des fibres solubles. Donc en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais utiliser certaines sources. Ça peut être des fruits, mais pas forcément. Ça peut être des fois, certaines céréales, ça peut être des fois même des légumineuses, ça peut être certains compléments alimentaires. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans le live sur la constipation, donc je renvoie les personnes, vers ce live s'ils veulent en savoir plus. Mais petit à petit, en augmentant, et de manière individualisée et en mettant des doses intelligentes de fibres solubles, on peut rétablir une bonne circulation biliaire, heu et rétablir tout cet axe, intestinal et côlon. Donc ça, c'est les outils que j'utilise pour rétablir la digestion. Après, au niveau, on va dire des repas, des apports, pour les personnes qui sont en épuisement chronique, j'ai tendance à privilégier les petits repas. Alors, ça ne veut pas dire manger toutes les 2 heures évidemment, mais j'aurais tendance à ne pas, me soustraire aux 3 prises alimentaires minimum par jour. Donc généralement partir sur une base de 3 repas avec une collation, digeste, généralement glucidique. Ça peut m'arriver des fois, m'utiliser le high carb low fat pour certaines personnes. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Et je
on va dire, pour moi, les glucides ont une place, très, très importante pour les cas de fatigue chronique, hein, notamment pour maintenir, l'apport énergétique, la baisse des hormones de stress. Donc ça, c'est très important pour moi de trouver des sources de glucides, qui conviennent à la personne. Voilà, après on a tous nos biais. Heu, Moi, de mon expérience, les personnes avec qui je travaille, j'ai tendance à utiliser plus souvent les amidons. J'ai, on va dire, pas mal de succès avec ça, mais je me ferme pas la porte. Chez certaines personnes, effectivement, il y a d'autres, sources de glucides qui passent mieux, des tubercules, des sucres simples. Donc il y a pas de problème pour individualiser là-dessus. Voilà. Donc au niveau, digestif, alimentation, en tout cas, moi, c'est ce que j'utilise systématiquement. Heu, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des problèmes, de sommeil qui sont liés à un excès de toxicité dans l'organisme. Donc cette approche hypotoxique que j'utilise sur la digestion, sur le foie, généralement, on a systématiquement une amélioration sur le sommeil. C'est ce que j'observe, en tant que praticien. Maintenant, pour le sommeil, des fois, ce qui peut être utile, c'est avoir, une petite prise alimentaire juste avant, d'aller dormir, souvent glucidique. On peut compléter, des fois avec un petit peu de graisse. Ça peut aider pour recharger le glycogène hépatique pour mieux dormir, pour avoir, une meilleure nuit de sommeil et le lendemain matin, se sentir mieux. Voilà, l'apport nutritionnel suffisant, extrêmement important pour la thyroïde. De toute façon, si on est en déficit calorique, c'est compliqué de relancer une fonction thyroïdienne. La répartition des macros, j'en ai parlé. Donc trouver la bonne répartition pour la personne qui lui convient. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser peut-être d'autres personnes, un peu donner leur approche et puis après je compléterai, un peu avec de la micronutrition, si j'ai des techniques ou des compléments que j'utilise. Donc je laisse maintenant la parole, à toi Christian ou à d'autres personnes si vous voulez un petit peu, dire quelles sont vos solutions que vous proposez, soit à vos thérapeutes, à vos clients ou alors des solutions que vous avez, utilisées pour vous, si vous voulez nous faire part de vos retours d'expérience. Je laisse volontiers la priorité s'il y en a qui veulent compléter. Bon, je vais compléter moi du coup. Jérémy a déjà dit beaucoup de choses, hein, sur lesquelles je le rejoins sur quasi tout. Après, on a des petites différences de vision sur certaines choses, vous savez. Mais je dirais que sur la globalité, je le rejoins. Les trucs que je pourrais rajouter, qui me viennent à l'esprit comme ça, déjà de se chauffer. Si vous êtes en fatigue chronique, n'allez pas trop au froid sans être bien couvert, chauffez suffisamment votre maison, habillez-vous chaudement, gardez des chaussettes quand vous dormez, ce genre de choses toutes simples. Parce que votre corps a de la peine à produire de l'énergie, il a de la peine à maintenir sa structure, et tout ce que vous pouvez faire qui peut faciliter pour lui le maintien de niveau énergétique suffisant qu'il va pouvoir utiliser pour améliorer tout le reste, que ce soit la digestion, etc., c'est hyper important. Donc pensez-y, parce que des fois on n'y pense pas, hein, mais j'ai des gens moi, qui sont déjà en état de fatigue chronique, mais qui vont se boire des boissons hyper froides, des repas uniquement froids qui demandent une grosse énergie digestive, qui amènent du froid dans le système, qui vont dormir à 14 degrés sans chaussettes, et puis qui vont se réveiller à 1h du matin parce qu'ils ont épuisé tout leur niveau d'énergie et le corps est en panique, et puis monte les hormones de stress. Donc je ne vous dis pas qu'il faut dormir à 30 degrés, de loin pas. Je pense qu'il voilà, n'y a pas un chiffre qui va à tout le monde, mais quand vous êtes déjà en état de fatigue chronique, il faut plutôt viser vers le chaud, que ce soit dans les boissons, les aliments. Alors le chaud, pas le brûlant, parce que là aussi, si vous buvez une boisson brûlante, vous allez au contraire demander de l'énergie pour réparer les dommages, ou alors essayer d'abaisser tout ça. Mais pensez à cet aspect-là. Équipez-vous simplement peut-être aussi de lumières à incandescence qui vont vous fournir une énergie de rayonnement de type infrarouge, de lumière rouge. Allumez un feu si vous avez la chance d'avoir une cheminée. Mais si vous êtes vraiment dans un bureau, pensez à ces lumières à incandescence qui sont des mini-soleils. C'est loin d'être parfait. C'est toujours mieux d'aller dehors, hein. Allez autant que possible prendre la lumière du soleil qui contient de la lumière bleue, oui, mais beaucoup plus de rouge et d'infrarouge.
Donc la balance est clairement positive au niveau mitochondrial à ce niveau-là. Faites attention à toutes les méthodes quand vous êtes en fatigue chronique qui vont vous amener des gains immédiats et rapides en utilisant le stress. Parce que alors c'est vraiment le truc de base. À l'heure actuelle, les gens fatigués, on leur conseille le bain froid, le jeûne, Wim Hof, toutes ces techniques. Et effectivement, pour les avoir essayées moi-même, ça fonctionne sur la perception de la fatigue. Pour tout ce qu'on a discuté au départ, quand vous utilisez le stress, vous avez une augmentation très forte des hormones de stress. Votre système se dit, c'est pas le temps de se régénérer, c'est pas le temps de donner des signaux de fatigue. Donc en fait, vous allez ne pas vous sentir fatigué et vous allez amplifier votre dette énergétique, votre dette métabolique, et ça va être de pire en pire. Et un jour ou l'autre, vous allez taper dans le mur encore beaucoup plus fort. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Vous pouvez garder ce genre d'option sous la main s'il y a un événement extrêmement important dans votre vie professionnelle ou autre, et il faut absolument que vous soyez au top le jour-là. Vous êtes en état de fatigue chronique, il faut absolument assurer le coup le jour-là. C'est un prix à payer, vous prenez un bain froid ou autre, en connaissance de cause. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous n'êtes pas complètement ensuite irrité ou irritable à cause des hormones de stress, par exemple. Ça dépend tout de la situation. D'accord? Jérémy a parlé de la quantité d'aliments, de calories, la fréquence des repas. Évitez les trop gros repas si vous avez déjà de la fatigue chronique. Votre capacité digestive, elle est à coup sûr affaiblie. On en a parlé plusieurs fois dans différents lives. Faites des repas plutôt modérés sur des choses très digestes et complétez entre les repas avec des apports énergétiques hautement digestes. Et moi, j'utilise principalement soit des glucides simples entre les repas, ça peut être des fruits, ça peut être du miel avec un petit peu de sel, par exemple, ça peut être de l'eau de coco ou du jus de fruits avec du sel, mais ça peut aussi être de la graisse de coco pour celui qui la tolère. Par exemple, il n'y a pas tout le monde qui tolère la graisse de coco. Il y a des allergènes dedans, naturels, mais certains, ils sont sensibles. Si c'est votre cas, pensez aux graisses de coco désodorisées à la vapeur qui peuvent être tolérées. Donc ça, c'est un moyen d'amener aussi de l'énergie entre les repas et puis de donner des signaux à l'organisme qui peut redémarrer. Le magnésium, il est très bien toléré en général dans ces situations de fatigue chronique, ou plutôt il amène des résultats. Si vous êtes en fatigue chronique, vous avez des niveaux d'énergie trop faibles, vous perdez du magnésium en continu et d'autres électrolytes. Donc d'assurer des apports élevés d'électrolytes, c'est important, au premier titre duquel le magnésium, mais pas seulement. Je pense que d'assurer des apports en quantité raisonnable, élevée plutôt, de magnésium, de potassium, de calcium et de sodium, c'est hyper important dans une situation de fatigue chronique. Tous ces électrolytes sont importants pour différentes raisons, différentes fonctions. Et voilà pour ce qui est des électrolytes. Important, comme l'a mentionné Jérémy, sur la sphère digestive. Dans mon approche, on essaie de garder à tout prix les micro-organismes sous contrôle. L'intestin grêle, il devrait être quasiment stérile. C'est pas là que vous devez avoir des grosses colonies de bactéries qui viennent se nourrir à votre place de ce que vous mangez. La place des bactéries, c'est dans le côlon. On n'a de toute façon pas le choix, ils y sont. Mais même dans le côlon, il faut essayer de les garder sous contrôle parce que ça produit de toute manière de la toxicité. Les micro-organismes, il n'y a aucun micro-organisme purement bénéfique. Ceux qu'on considère comme bénéfiques, ils le sont parce qu'ils remplacent des micro-organismes qui sont bien pires qu'eux. Et de toute manière, on n'a pas le choix. On va de toute manière être colonisé. Il n'y a aucun moyen d'être stérile. Et c'est donc, en fait, il n'y a même pas besoin de se poser la question est-ce que ce serait mieux ou pas. Moi, ce n'est pas une question qui m'intéresse parce que de toute manière, on ne peut pas le faire. Donc, garder les micro-organismes sous contrôle. Comment? On consomme, dans mon approche, plutôt des fibres non fermentescibles qui ne vont pas nourrir ces micro-organismes. Donc, on va plutôt aller sur de la carotte crue. Et pour ceux qui veulent limiter les apports en bêta-carotène, vous avez des carottes blanches ou jaunes pour faire ça. Mais dans tous les cas, si vous ne cuisez pas la carotte, elle est quasiment indigeste. Donc, les bêta-carotènes vont quasiment pas être absorbés sur une carotte crue. C'est vraiment une absorption qui est hyper faible. Par contre, si vous cuisez la carotte, vous perdez en grande partie les effets antibactériens, antimicro-organismes, et vous augmentez fortement l'absorption des bêta-carotènes, ce qui, dans un problème de fatigue chronique, va être problématique. Parce que les bêta-carotènes vont inhiber la fonction thyroïdienne, ils vont poser différents problèmes. C'est pas quelque chose que, personnellement, j'ai envie de voir en grande quantité. Et je dirais qu'il faut essayer d'éviter tout ce qui va provoquer chez vous des gaz et des ballonnements.
Si vous mangez des aliments qui provoquent des gaz et des ballonnements, ça signifie que vous avez une production de toxicité accrue par les micro-organismes. Et elle va de toute manière être absorbée parce que quand vous êtes en fatigue chronique, l'état de votre membrane intestinale ne sera pas resplendissant. L'intestin est un organe qui doit se régénérer très vite. En situation de fatigue chronique, on sait que ce n'est pas le cas. Toute la structure de l'intestin est altérée. Donc, hyper important de rester sur les aliments qui vous conviennent à vous. Là, je ne peux pas donner de règles. Il y a des aliments qui ont plus tendance que d'autres à poser problème. On en a déjà parlé plein de fois. Mais à la fin, c'est à vous de savoir. Si vous sentez que des choses vous font systématiquement des gaz, méfiez-vous de ça, le temps de régler le problème. Hyper important. Limiter le stress autant que possible. Tous les types de stress. Dans une situation de fatigue chronique, c'est important. Accepter la fatigue qui va se manifester, la vraie fatigue où votre corps va pouvoir se régénérer petit à petit. Puis ensuite, il y a 2 aspects qu'il faut essayer de soutenir pour remonter les niveaux d'énergie, c'est la thyroïde et le CO2, qui sont étroitement liés. Si vous n'avez pas une bonne fonction thyroïdienne avec suffisamment de T3, vous ne produirez pas assez de CO2 et vous allez avoir un shift métabolique qui est néfaste. Donc, c'est compliqué quand on est entré dans des cercles vicieux depuis longtemps, d'en sortir. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il y en a qui envisagent la supplémentation en hormones thyroïdiennes pour relancer la machine. Ce n'est pas des choses que vous devez faire sans avoir posé des bases solides. Ça ne sert à rien du tout d'aller faire ça si vous n'avez pas aligné les planètes avant. Et ça ne va pas être miraculeux si vous ne faites pas le reste. Et pour le CO2, il y a d'autres moyens pour essayer d'augmenter les taux de CO2. Il y a plusieurs techniques. On peut faire des bains avec du bicarbonate. On peut faire même il y a des gens qui achètent des combinaisons au CO2. Toutes des choses qui peuvent comme ça vous aider temporairement à remonter la pente. Parfois de limiter aussi les protéines de type méthionine, tryptophane, donc en fait les protéines de viande musculaire. Ça ne veut pas dire de pas en manger, mais de ne pas exagérer temporairement sur ces protéines et plutôt compléter avec des protéines plus riches en collagène. Ça peut aussi aider. Parce que comme on a vu, la méthionine et le tryptophane vont plutôt avoir tendance à amplifier ces mécanismes où vous allez avoir une augmentation des heat shock protéines et d'autres facteurs qui viennent freiner la mitochondrie. Donc, s'il y a déjà beaucoup de stress, vous avez beaucoup de catabolisme, vous avez déjà beaucoup d'acides aminés de ce type-là qui circulent. Si en plus vous mangez beaucoup de viande, il y a un moment où vous avez des taux qui sont très élevés. Donc, pensez à plutôt aller sur des parties moins nobles, du bouillon d'os, du collagène ou ce genre de choses pour essayer d'équilibrer. Voilà pour les solutions de base que j'ai comme ça. Je vous passe la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler des solutions qu'il utilise qu'il a utilisées pour lui, hein, qu'il a utilisées pour lui ou pour ses patients, s'il y a des thérapeutes encore dans le public? N'hésitez pas, hein, surtout, hein. Ça m'intéresse aussi si vous avez des retours d'expérience. Oui, je veux bien. Alors, ça n'a rien à voir avec la nutrition, mais comme on est quand même un organisme pluriel, moi, quand il y a vraiment un facteur de stress externe, je ne peux pas m'affranchir en fait d'avoir un abord au niveau psychologique. Parce que je pense qu'il y a quand même un travail de fond qui doit être fait. Parce qu'on peut effectivement rester sur... oui, il faut chercher la cause. Donc tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant, mais il y a parfois quand même un nœud de blessures ou de problématiques qu'il faut peut-être aller explorer aussi à ce niveau-là. Enfin, pour moi, ça me semble quand même indissociable. Voilà. Oui, merci pour le complément. Et je ne sais pas si c'est ça que vous voulez évoquer, mais de vous entourer de gens qui vous amènent de la positivité, qui vous vous sentez bien avec eux, c'est aussi des choses qui peuvent vous faire un petit peu remonter la pente. Il y a des gens qui sont plus usés par certaines personnes et c'est peut-être pas le moment de vous entourer que de personnes qui vous sentez, qui vous soutirent de l'énergie. Et parfois, il y a j'ai eu récemment des clients où le contexte professionnel était tel que ça les mettait dans un état de stress permanent. Et à la fin, il faut se poser les bonnes questions hein, parce que du stress marqué et fort avec une fatigue chronique pendant des mois ou des années, ça peut déboucher sur des catastrophes au niveau maladie. Ouais, moi je rejoins totalement hein, ce qui a été dit. Hein. C'est vrai que de base,
C'est vrai que c'est pas mon en tout cas mon comment dire? Je vais le dire, je suis pas habilité pour, accompagner, des personnes sur ce genre de problématique. Par contre, oui, en tant que thérapeute, la première chose, bah, c'est d'écouter, d'accueillir en fait la personne qui vient et effectivement, on peut remonter, bah, ce genre d'élément qui est très important. Mais après, comme le disait Christian, notre en tout cas notre pouvoir d'action, alors peut-être que de le faire prendre conscience et de l'accueillir, c'est une chose, mais c'est vrai que nous, on va être plus porté sur la technicité, sur les compléments, sur les méthodes et cetera. Mais effectivement, c'est un point très important. Il y a une autre chose aussi que ça m'a fait penser tout à l'heure, c'est, l'aspect temps, en fait. Il y a beaucoup de gens qui, je trouve et moi j'ai été le premier, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, qui sous-estiment le temps que ça va leur prendre pour, retrouver, bah, une énergie optimale et ça, je pense il faut l'avoir en tête, et que, je trouvais ça très intéressant quand Christian disait que généralement, quand on est en état de fatigue chronique depuis des années, les choses qui nous donnent beaucoup d'énergie d'un coup, c'est jamais bon signe. Par contre, quand graduellement, et c'est ce que je vois généralement, on a graduellement une petite amélioration comme ça, de semaine en semaine, de mois en mois, ça pour moi, en tout cas de ce que je vois autour de moi, c'est comme ça véritablement que l'énergie, elle se regagne et il faut passer en fait par une phase où il faut accepter d'être fatigué, parce que c'est dans la fatigue qu'on peut se reposer. Parce que tant qu'on est en situation de stress, qu'on ne ressent pas la fatigue, bah, on n'a pas envie de se poser. Et peut-être quand on se pose sur son canapé et sur son lit, bah, ça gamberge encore là-dedans et on n'arrive pas à se poser. Donc le corps, il n'arrive même plus à revenir au calme. Et c'est justement quand on ressent cette fatigue, qu'on est léthargique, et qu'on arrive à faire des nuits, et ça, c'est ce que je dis toujours aux gens qui sont en état de fatigue chronique, je leur dis: «Si vous êtes fatigué et que vous arrivez à dormir, c'est parfait, parce que c'est là où vous êtes en train de vous retaper. C'est pas quand vous avez l'impression d'un jour d'être en forme, puis le lendemain vous êtes fracassé, puis dans 3 4 jours après, vous vous êtes remis un stress, puis vous avez de nouveau un pic. Ça, c'est pas comme ça qu'on régénère. Par contre, quand on arrive à ressentir la fatigue et qu'on arrive à se reposer, c'est là où véritablement on va regagner. Donc cet aspect temps, il me semble intéressant et bah, cet aspect aussi, bah, de reconnaître que c'est dans la fatigue, et dans l'acceptation de cette fatigue qu'on va pouvoir se régénérer tout simplement, quoi. Ouais. Ouais, je te rejoins tout à fait, hein, sur l'aspect temps. Je pense que ça prend enfin, d'expérience, maintenant, je vois que ça prend plus long que ce qu'on aimerait. Évidemment, on est toujours pressé. On fait les choses bien, on aimerait que ça évolue vite et dans les faits, ça prend du temps, mais il faut être les changements, ils vont être subtils, comme tu l'évoquais. Parfois, la première phase, elle peut être un petit peu voilà, il y a pas tout qui va s'améliorer d'un seul coup. Le corps a pas les moyens de travailler partout en même temps. Donc, parfois, il y a des choses qui s'améliorent, mais qui sont pas forcément celles qu'on aimerait voir s'améliorer en premier. Donc des fois, on peut être un petit peu déçu et puis petit à petit, comme ça évolue. Un des éléments que je voulais encore ajouter, c'était le fait d'aller se balader dans la nature, tout simplement. Quand on est en fatigue chronique, il ne faut pas aller faire du sport intense ou autre, mais d'aller vous promener dans un milieu naturel, au bord d'un cours d'eau, dans une forêt. Il y a de nombreux effets positifs. Déjà, rien que le fait d'être dehors, de respirer un air sain, etc. Mais vous avez tout cet aspect aussi de ions négatifs qui sont cruciales pour le fonctionnement des oxydases qu'on a au niveau pulmonaire, qui permettent de détoxifier la sérotonine, l'hormone du bonheur. C'est une grosse connerie, hein. Ce n'est pas une hormone du bonheur. La sérotonine, elle est étroitement liée à la fatigue chronique. Vous n'avez pas de fatigue chronique s'il n'y a pas une élévation de la sérotonine. Ce n'est pas possible. La sérotonine, c'est ce qui vient freiner la production énergétique. Il y a toujours de la sérotonine élevée quand il y a de la fatigue chronique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être à zéro sérotonine, c'est aussi une molécule comme tout qu'on a besoin. Mais dans ce contexte, il y a généralement trop de sérotonine. Qu'est-ce qui l'augmente? Déjà, les troubles intestinaux, ça augmente fortement la sérotonine. Mais le fait qu'on n'ait pas assez de ions négatifs dans notre environnement urbain, intérieur, ça fait qu'on a une mauvaise capacité à éliminer cette sérotonine, qu'on devrait tout le temps éliminer au niveau pulmonaire. Donc, soit vous allez vous promener au bord de cours d'eau. Le mieux, c'est si vous allez vers une chute d'eau où ça brasse beaucoup l'eau, puis que vous avez ces particules d'eau en suspension. En quelques minutes, vous allez vous sentir mieux. Moi, je connais des gens qui étaient en difficulté psychologique, on va dire, et d'aller 10 minutes ou même une demi-heure au bord d'une chute d'eau,
ça leur refait la journée. Ils sont bien pendant plusieurs jours derrière. Ça peut être impressionnant les effets. Alors maintenant, il existe des appareils qu'on appelle des ioniseurs d'air ou ionisateurs d'air, il y a les deux mots, qui génèrent des ions négatifs. Il y en a qui sont à ozone, d'autres sans ozone. Moi, je ne suis pas trop pour bombarder d'ozone pour différentes raisons, mais bon, il y a différentes approches là-dessus. Je sais qu'il y a une marque française qui fait des très, très bons produits qui s'appelle Tecoya. J'ai un produit que j'essaye chez moi. Ça consomme quasi pas d'électricité, c'est 2-3 watts, puis ça vous génère un petit peu d'ions négatifs comme ça. Je pense que ça en vaut la peine si on a les moyens d'investir dans un appareil comme ça et qu'on est beaucoup dans un milieu enfermé. Celui qui bosse dans les champs, qui est agriculteur, éleveur, il a beaucoup moins cette problématique que nous en général. Je crois qu'il y a Brigitte. Hein. Ah non, c'est une histoire de connexion. J'ai cru qu'elle avait dit qu'elle voulait parler. Donc voilà ce que je voulais encore ajouter sur cette sérotonine. Est-ce que quelqu'un aimerait compléter, Jérémy ou autre? Non, mais moi, en outil que j'utilise, des fois, ça m'arrive d'utiliser la B3 aussi avec certaines personnes. Donc, pour la production d'NAD+, hein, qui va permettre la production d'ATP. Bon, je sais qu'on n'utilise pas la même forme, Christian. Moi, j'utilise la flush. Toi, tu utilises le niacinamide, si je ne me trompe pas. Mais j'ai Ouais. quand même des très, très bons résultats avec ça. Franchement, quand la personne tolère et qu'on arrive à intégrer ça, c'est assez impressionnant des fois. Ça permet de relancer tout le métabolisme. C'est vraiment intéressant. Mmh. Et puis à côté de ça, voilà, juste les minéraux, pour tout ce qui est production d'hormones thyroïdiennes, donc de base, hein, sélénium, zinc. Juste s'assurer, voilà, qu'il y a des apports dans l'alimentation, ça me paraît bien. Bon, le sélénium, c'est assez facile à trouver. Le zinc, il suffit voilà, de composer intelligemment son alimentation et voilà. Donc la B3, zinc et sélénium, c'est ce que je voulais aussi rajouter. Ouais, tout à fait. La B3, c'est une molécule, lorsqu'elle est tolérée, comme tu dis, qui est très, très efficace. Et elle agit à plusieurs niveaux. Hein. Elle va augmenter les niveaux d'NAD+, comme tu dis, qui sont des transporteurs d'électrons. Mais tu viens aussi freiner la lipolyse. Donc en fait, en freinant la lipolyse, déjà, il y a moins d'acide gras polyinsaturé qui circule. Et on a vu toutes les problématiques qu'il y a. C'est-à-dire que c'est des inhibiteurs thyroïdiens, mais aussi des inhibiteurs mitochondriaux. C'est des précurseurs de prostaglandines inflammatoires. Alors, pas forcément les oméga-3, mais en tout cas les oméga-6. Et dans tous les cas, l'un comme l'autre vont générer du stress oxydatif. Donc, le niacinamide, c'est contre-intuitif parce que certains n'osent pas le prendre parce qu'ils se disent « Ah, mais je ne veux pas freiner la lipolyse parce que je veux perdre du gras. » Mais vous n'allez pas freiner toute la lipolyse. Vous allez juste freiner la lipolyse excessive. La lipolyse basale, elle passe par d'autres mécanismes, elle sera toujours là. Il y en aura bien assez. Vous avez toujours bien assez de lipides qui tournent dans le système, à part à prendre des médicaments beaucoup plus puissants que ça. Donc le niacinamide, je rejoins tout à fait Jérémy. Et une autre vitamine du groupe B que je vois fréquemment comme bénéfique dans des situations comme ça, mais ça ne marche pas pour tout le monde là aussi, c'est la B1. La thiamine. Mais là aussi, tout le monde n'a pas les mêmes formes ou ne tolère pas les mêmes formes. La TTFD, qu'on trouve un peu moins chez nous, mais qui est beaucoup utilisée au Japon, notamment dans le monde médical, elle est hyper efficace. Hein, la TTFD, il y a Elliot Overton qui en vend en Angleterre. Et j'ai vu des résultats assez impressionnants avec la prise de vitamine B1 à haute dose, notamment de cette TTFD. D'autres vont prendre l'autre, c'est quoi? La lithiamine ou la sulfuthiamine. Il y en a plusieurs sortes, mais la TTFD en particulier, elle est très efficace pour pénétrer au niveau cellulaire et faire son boulot. Et c'est en plus une molécule qui vient inhiber l'anhydrase carbonique, qui est en fait l'enzyme qui déconstruit le CO2 et qui le transforme en acide carbonique et en bicarbonate pour l'expulser hors des cellules. Donc en fait, en inhibant l'anhydrase carbonique, on maintient un taux de CO2 un peu plus haut, donc on favorise le métabolisme mitochondrial. C'est assez intéressant comme processus. Et puis, je crois que sur les vitamines du groupe B, bon, après, elles fonctionnent toutes ensemble. Donc, d'aller prendre uniquement des hautes doses de B1 ou de B3, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Il faut au moins s'assurer par l'alimentation d'avoir des apports en vitamines du groupe B qui sont suffisants. Il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, chacun a ses méthodes. Je sais que Jérémy n'est pas trop pour manger du foie, c'est la meilleure source de vitamine du groupe B qui existe, mais avec d'autres problématiques potentielles. Pour moi, le foie, c'est un aliment à consommer en petite quantité,
Et dans ce contexte-là, il est souvent bénéfique, comme moi je le vois, mais on peut faire 100 fois, c'est-à-dire qu'on peut aller sur certains fruits de mer, on peut aller sur d'autres aliments qui contiennent des vitamines de ce type-là. Pour ceux qui ne veulent pas passer par une supplémentation, il n'y a pas tout le monde qui veut passer par ça. On parle souvent de la levure de bière, par exemple, pour les vitamines du groupe B. La levure de bière, elle contient beaucoup d'œstrogènes. Alors, ça peut être contre-productif. Il faut bien voir comment vous réagissez. Si vous avez des symptômes œstrogéniques en prenant de la levure de bière, c'est-à-dire de l'irritabilité, des choses comme ça, une baisse d'énergie, enfin bref, il peut y avoir plusieurs choses, la rétention d'eau, c'est probablement que votre levure de bière, elle est très œstrogénique. Alors après, il y en a qui s'amusent à la faire tremper dans de l'alcool fort, puis ensuite à la re-rincer. Enfin bref, il y a des méthodes comme ça, mais je pense que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, à mon sens. Voilà. Je suis en train de réfléchir s'il y a autre chose. Est-ce que quelqu'un aimerait compléter? Est-ce que quelqu'un a une autre méthode par rapport à tout ça, fatigue chronique? Une petite méthode pour si vous vous réveillez tout le temps à la même heure la nuit, parfois ça vaut la peine de mettre un réveil une demi-heure avant pour vous réveiller intentionnellement et puis manger une petite cuillère de miel avant d'essayer de redormir. Quand ça fait des mois ou des années que ça dure, j'ai eu des bons résultats avec ça pour des gens. Et après 1 ou 2 semaines, on arrive à repousser de 15-20 minutes petit à petit et puis tout d'un coup, la personne, elle passe la nuit au fil des semaines. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise constamment et ça s'applique assez mal si la personne elle a des réveils un peu aléatoires. Mais il y a des gens, c'est systématique tout le temps à 1h30 ou 2h ou 3h. Et là, ça peut être très efficace. Parce qu'en fait, vous venez court-circuiter la montée des hormones de stress avant qu'elles surviennent. Vous prenez votre cuillère de miel avec un peu de sel, ça abaisse tout ça et on peut dormir. Voilà. Pour moi, on a fait le tour. Ouais, je veux juste confirmer, parce que moi, le sommeil, c'est une problématique que j'ai eue personnellement. Donc, j'ai eu des problèmes de sommeil catastrophiques. Donc, j'ai encore jamais, je crois que j'ai rencontré une personne en client qui avait des problèmes pires que moi, que le sommeil. Donc, c'est un sujet que, voilà, que j'ai bien expérimenté. Et je confirme que manger en période de régénération, ça m'a permis de me rendormir beaucoup plus facilement. Donc ça, je confirme, c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi. Alors ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais je le vois aussi avec des gens que j'accompagne qui ont des gros problèmes de sommeil. Manger, tu sens qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui descend et puis tu peux te rendormir beaucoup plus facilement. Donc ça, je confirme, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Voilà. Super. Ah, mais en tout cas, merci d'avoir préparé tout ça, Jérémy. Mais pas de quoi, je pense qu'on est pas mal là, on est à presque 2 heures. C'est cool. Merci à vous d'être resté jusque-là. Semaine prochaine, on se revoit pour étude de cas cette fois. Ouais. C'est Paul Minon qui va me soumettre un cas, il m'a proposé ça. OK. Donc j'attends encore les documents, s'il arrive à les obtenir d'ici là, puis je vous les mettrai sur la communauté pour les voir à l'avance. Et s'il n'arrive pas, bah, j'ai des cas en réserve de mon côté si nécessaire, ou si quelqu'un en a, il peut aussi se manifester pour des études de cas suivantes. Voilà. Super. Merci à tous de votre présence. Merci Christian, merci pour votre participation et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.